Elle s'est agenouillée dans la boue d'une forêt au cœur du Ghana. Devant elle, un homme mourant. Le visage couvert de sang. Le souffle presque éteint. Elle aurait pu passer son chemin. Elle ne l'a pas fait. Avec ses mains nues et quelques plantes sauvages, elle a arraché cet inconnu à la mort, sans savoir qu'il était l'un des hommes les plus puissants du pays. Un milliardaire. Un homme dont le nom ouvrait toutes les portes à Accra, à Lagos, et bien au-delà des frontières du Ghana. Mais ce qu'il ignorait, lui, c'est que la femme qui venait de lui sauver la vie allait bouleverser son cœur d'une manière qu'aucune fortune au monde n'aurait pu acheter. Ce qui va se passer ensuite va défier les différences sociales, choquer les élites, et prouver que parfois, l'amour n'est là où on ne cherche rien. Prépare-toi. Cette histoire va te laisser sans voix. Avant de plonger dans cette aventure extraordinaire, je t'invite à t'abonner à cette chaîne si ce n'est pas encore fait, à laisser un j'aime sur cette vidéo parce que ça m'aide vraiment à continuer ce travail. Et surtout dis-moi dans les commentaires d'où tu me regardes en ce moment. De Dakar? D'Abidjan? De Paris? De Douala? De Montréal? De Libreville? D'Accra? Peu importe où tu es, tu fais partie de cette grande famille et je veux te lire. Maintenant, installe-toi confortablement. Cette histoire va te tenir jusqu'à la dernière seconde. Amanda Mensah était née dans un petit village aux abords de Kumasi, au Ghana. Une de ces petites filles que la vie n'avait pas gâtée au départ, mais qui avait grandi avec une force tranquille dans le regard et un sourire qui illuminait tout ce qu'il touchait. Sa mère était infirmière dans un dispensaire de brousse. Son père avait disparu quand elle avait 7 ans, sans explication, sans adieu, comme un fantôme qui se dissout dans l'air du matin. Amanda avait grandi en regardant sa mère soigner les autres avec ses 2 mains, souvent sans médicaments, souvent sans matériel, toujours avec amour. Et quelque chose dans ce spectacle quotidien avait façonné Amanda de l'intérieur, avait creusé en elle un besoin profond d'aider, de réparer, de sauver. À 25 ans, elle travaillait comme herboriste et guérisseuse traditionnelle, une profession héritée à la fois de sa mère et de sa grand-mère paternelle qu'elle n'avait jamais connue mais dont la réputation de femme médecine résonnait encore dans les mémoires du village. Amanda connaissait les plantes par leur nom, par leur odeur, par la forme de leurs feuilles. Elle savait lesquelles apaisaient la fièvre, lesquelles stoppaient les saignements, lesquelles faisaient tomber l'inflammation en quelques heures. Elle parcourait la forêt régulièrement pour récolter ses remèdes, seule, à l'aube, avant que la chaleur ne devienne insupportable. Ce matin-là était un matin comme les autres. Le ciel au-dessus de la canopée commençait à peine à rosir. L'air sentait la terre mouillée et la résine. Les oiseaux chantaient leur première symphonie du jour et Amanda avançait entre les arbres, son panier en osier sous le bras, ses pieds nus reconnaissant chaque racine, chaque caillou, chaque courbe du sentier qu'elle empruntait depuis l'enfance. Elle chantonnait doucement, une vieille mélodie que sa mère lui avait apprise, une chanson en twi qui parlait d'une rivière qui n'oubliait jamais d'où elle venait. Elle s'était arrêtée près d'un massif de plantes aux feuilles larges et sombres qu'elle cherchait depuis plusieurs jours. Elle s'était accroupie pour examiner les tiges, évaluer la maturité des feuilles, quand quelque chose avait attiré son attention. Un son. Ou plutôt une absence de son. Un silence étrange, cassé soudain par ce qui ressemblait à un souffle rauque, difficile, le genre de respiration que l'on reconnaît sans l'avoir jamais entendu auparavant parce qu'il ressemble à un appel au secours que les mots ne peuvent plus formuler. Amanda s'était relevée. Elle avait tendu l'oreille. Et puis elle avait suivi le son, s'enfonçant un peu plus dans la forêt, écartant les branches avec prudence. C'est là qu'elle l'avait vu. Un homme. Un homme grand, la peau sombre et brillante de sueur, les vêtements en lambeaux, le visage tuméfié du côté gauche, une entaille profonde à la tempe d'où le sang coulait lentement, traçant un chemin rouge et sombre le long de sa joue, de son cou, jusqu'à disparaître dans le col de ce qui avait dû être, quelques heures plus tôt, une chemise de prix. Il était allongé sur le côté, une jambe bizarrement repliée sous lui, les doigts crispés dans la boue comme s'il avait essayé de s'accrocher à quelque chose, à la vie peut-être, avant de perdre conscience. Amanda n'avait pas crié. Elle n'avait pas reculé. Elle n'avait pas hésité. Elle avait posé son panier, s'était agenouillée dans la boue sans se soucier de sa robe, et avait posé 2 doigts sur le côté du cou de l'homme pour chercher le pouls. Il était là. Faible, irrégulier, mais là. Elle avait soupiré. Elle avait fermé les yeux une seconde, comme pour remercier quelqu'un, et elle s'était mise au travail. Elle avait d'abord dégagé ses voies respiratoires, incliné doucement sa tête, vérifié qu'il n'y avait rien dans sa bouche. Puis elle avait sorti de son panier une petite calebasse remplie d'une préparation que sa mère appelait l'eau de vie, un mélange d'eau de source et de feuilles de nîmes bouillies et refroidies, légèrement amère, antiseptique et revigorante. Elle avait humidifié ses lèvres avec soin.
Elle avait ensuite appliqué sur la blessure à la tempe un tampon fait de feuilles pilées qu'elle portait toujours avec elle pour les urgences, une herbe aux propriétés hémostatiques que les anciens du village utilisaient depuis des générations pour stopper les saignements rapidement. L'homme avait gémi. Ses paupières avaient frémi. Amanda avait posé une main sur son front pour le sentir. Il brûlait. La fièvre était là, installée, agressive. Elle avait regardé autour d'elle, évalué la situation. Elle ne pouvait pas le transporter seule sur une longue distance. Il fallait le stabiliser ici, puis aller chercher de l'aide. Elle avait travaillé vite mais avec précision, comme sa mère le lui avait enseigné. Pas de panique. Pas de précipitation inutile. Des gestes sûrs, des gestes qui sauvent. Elle avait retroussé la jambe repliée et avait constaté avec soulagement qu'il n'y avait pas de fracture apparente, juste une terrible ecchymose qui allait du genou à la cheville. Elle avait fabriqué une attelle sommaire avec 2 branches droites et des lanières de tissu découpées dans le bas de sa propre robe. Elle avait préparé une décoction rapide avec ce qu'elle avait dans son panier, avait fait boire à l'homme quelques gorgées, geste après geste, avec une patience infinie. Et puis elle était partie en courant vers le village pour revenir avec 2 jeunes hommes et une civière de fortune. Quand ils étaient arrivés, l'homme respirait mieux. Sa couleur avait légèrement changé. Il n'était plus dans cette zone grise inquiétante entre la vie et ce qui vient après. Il était revenu un tout petit peu vers le bord du monde des vivants. On l'avait transporté chez la mère d'Amanda, qui avait l'expérience des urgences et le matériel minimal pour stabiliser un blessé. L'homme avait été allongé sur le lit le plus grand de la maison, nettoyé, soigné, et surveillé toute la nuit par Amanda elle-même qui ne s'était pas accordé une seule heure de sommeil. Au milieu de la nuit, elle l'avait regardé dormir à la lumière tremblante d'une lampe à huile. Elle avait regardé son visage avec une attention différente de celle qu'elle lui avait portée dans la forêt. Là-bas, elle n'avait vu qu'un corps à sauver. Ici, dans cette lumière douce et vacillante, elle voyait un homme. Un homme au visage fort, aux traits tirés par la douleur mais néanmoins réguliers, presque beau. Un homme dont elle ne savait rien, pas le nom, pas l'histoire, pas d'où il venait ni comment il s'était retrouvé mourant dans cette forêt. Un homme mystère. Amanda n'était pas du genre à laisser les mystères l'émouvoir. Pourtant, ce soir-là, elle avait dû se lever et aller boire un verre d'eau parce que quelque chose dans sa poitrine lui semblait plus lourd qu'à l'ordinaire. L'homme s'était réveillé le lendemain matin. Sa première réaction avait été de regarder autour de lui avec des yeux affolés, comme quelqu'un qui ne reconnaît pas l'endroit où il est et qui cherche instinctivement une sortie. Amanda était entrée dans la pièce à ce moment précis, un bol de bouillon entre les mains, et il s'était regardé. Un regard. Juste un regard. Mais un regard qui avait duré 2 secondes de trop pour être un regard ordinaire. Il avait une voix grave, un peu rauque encore à cause de la fièvre. Il avait dit, en tweet teinté d'un accent qui trahissait des années passées loin du pays. « Qui êtes-vous et où suis-je » Amanda avait posé son bol sur la table avec ce calme naturel qui était sa marque de fabrique. Elle avait répondu simplement, « Tu es en sécurité. Je m'appelle Amanda. Je t'ai trouvé dans la forêt hier matin. Tu avais une blessure à la tête, une fièvre importante et la jambe en mauvais état. Tu vas mieux mais tu as encore besoin de repos. » L'homme l'avait regardé encore. Quelque chose dans son regard avait changé. La peur avait laissé place à quelque chose de différent. Pas encore de la gratitude, quelque chose de plus primitif, une sorte d'étonnement, comme si on lui présentait quelque chose qu'il n'avait jamais vu de sa vie. Il avait dit, « Je m'appelle Arthur. Arthur Boateng. » Le nom ne lui avait rien dit. Amanda n'avait aucune raison de connaître ce nom. Elle ne lisait pas les pages économiques des journaux. Elle n'avait pas de téléviseur à la maison. Elle ne fréquentait pas les cercles dans lesquels le nom Boateng évoquait immédiatement les tours de verre d'Accra, les usines minières, les participations dans des sociétés pétrolières, les investissements au Nigeria, en Côte d'Ivoire, en Afrique du Sud. Pour Amanda, Arthur était simplement un homme blessé qu'elle avait sauvé. Rien de plus. Rien de moins. Elle lui avait tendu le bol de bouillon. Il avait essayé de s'asseoir et avait grimacé à cause de la douleur dans la jambe. Amanda l'avait aidé avec des gestes précis et sans embarras, la main dans le dos pour le soutenir, l'autre ajustant le coussin derrière lui. C'était un geste de soignante, pas un geste de femme troublée par un homme. Pourtant, Arthur avait senti la chaleur de cette main traverser le tissu de sa chemise propre et quelque chose en lui avait fait une sorte de pause. Les jours suivants avaient dessiné une routine étrange et douce. Arthur ne pouvait pas se lever. Sa jambe lui interdisait tout déplacement important. Sa tête lui rappelait régulièrement qu'elle avait subi un choc sévère. Il restait là, dans cette petite maison propre et simplement meublée,
Et Amanda venait le voir plusieurs fois par jour pour changer ses pansements, lui donner ses préparations, vérifier sa fièvre. Elle lui apportait à manger. Elle lui apportait de l'eau. Et parfois, entre deux soins, elle restait assise sur le tabouret près de la fenêtre et elle lui parlait. Elle lui parlait de la forêt. Elle lui parlait des plantes. Elle lui parlait du village, des saisons, des cérémonies. Elle lui parlait de sa mère avec une tendresse dans la voix qui rendait ses récits lumineux. Elle ne lui demandait rien en retour. Elle ne posait pas de questions indiscrètes. Elle n'avait pas l'air de chercher à savoir qui il était vraiment, d'où venait son argent, quelle était sa situation. Arthur, lui, était de plus en plus troublé. Il avait l'habitude des femmes attentionnées. Mais ces femmes-là savaient qui il était avant même de lui avoir serré la main. Elles connaissaient son nom, sa fortune, ses propriétés. Leur sourire arrivait toujours précédé de cette lueur particulière dans les yeux. Cette lueur qui dit « Je sais ce que tu vaux et je veux une part de toi ». Il avait appris très tôt dans sa vie à reconnaître cette lueur. Il s'y était habitué sans jamais vraiment s'en accommoder. Amanda n'avait pas cette lueur. Amanda le regardait comme on regarde un homme. Juste un homme. Avec de la bienveillance, avec une attention sincère à son état de santé, avec parfois un petit sourire en coin quand il disait quelque chose qu'elle trouvait amusant, et avec une franchise directe qui ne lui laissait aucune prise. Un matin, il lui avait demandé si elle n'était pas curieuse de savoir comment il s'était retrouvé dans cet état au milieu de la forêt. Elle avait haussé les épaules avec naturel. Elle avait dit « Quand tu voudras me le dire, tu me le diras. Ça ne change rien aux soins. » Arthur avait eu envie de rire. Il ne se souvenait pas de la dernière fois que quelqu'un lui avait parlé sans vouloir quelque chose de lui. Il lui avait quand même raconté. Il lui avait dit qu'il avait voulu faire une randonnée seul dans la forêt, une habitude qu'il avait perdue depuis trop longtemps, un besoin de silence et de nature qui s'était rappelé à lui lors d'un séjour dans la région. Il avait perdu son chemin, était tombé dans un ravin peu profond mais suffisamment brutal pour le blesser, avait tenté de s'en sortir seul pendant des heures avant de perdre connaissance. Son téléphone avait été brisé dans la chute. Ses compagnons de voyage, installés à l'hôtel à Kumasi, devaient le chercher depuis 2 jours maintenant. Amanda avait hoché la tête. Elle avait dit « Il faut les prévenir ». Et elle était sortie sans autre commentaire pour aller demander à un jeune du village d'aller à Kumasi avec un message. Cette simplicité dans l'action, cette façon de ne jamais compliquer ce qui était simple, avait profondément impressionné Arthur. Il était habitué à des univers où la moindre décision générait des réunions, des appels téléphoniques, des consultations. Amanda, elle, entendait un problème et le résolvait immédiatement, sans bruit, sans cérémonie. Ses collaborateurs étaient arrivés le lendemain, affolés, soulagés, immédiatement prêts à le transférer dans une clinique privée d'Accra avec une ambulance qu'ils avaient réquisitionnée au prix fort. Arthur les avait regardés débarquer dans la petite maison d'Amanda avec leur agitation et leur téléphone vissé à l'oreille, et il avait ressenti quelque chose de bizarre. Une réticence. Un besoin de rester encore un peu dans ce calme. Il avait dit à ses collaborateurs de repartir sans lui. Qu'il partirait dans quelques jours. Il l'avait regardé comme si la fièvre avait affecté son jugement. Il leur avait répété sa décision avec le ton qu'il utilisait quand il ne voulait plus discuter, et ils étaient repartis, perplexes et impuissants. Amanda, qui avait entendu l'échange depuis la pièce d'à côté, était venue lui apporter son traitement du soir avec ce visage indéchiffrable qu'elle portait parfois. Elle avait dit, sans le regarder dans les yeux, occupée à préparer ses herbes, « Tu n'es pas obligé de rester ici par politesse. Si tu as une clinique et de bons médecins à Accra, c'est mieux pour toi. » Arthur avait répondu lentement, « Je ne reste pas par politesse. » Elle n'avait rien dit. Mais elle n'était pas partie tout de suite après avoir fini les soins. Elle s'était attardée quelques minutes à la fenêtre, regardant la nuit qui tombait sur le village, et Arthur avait regardé sa silhouette se découper contre le ciel orangé du soir et il avait su, à cet instant précis, avec cette certitude tranquille et absolue que seules les grandes décisions portent avec elles, qu'il s'était passé quelque chose de fondamental en lui depuis qu'il avait ouvert les yeux dans cette chambre. Les jours avaient continué à s'écouler avec cette lenteur particulière des endroits où le temps n'est pas encore devenu une course. Arthur guérissait bien. Amanda le regardait progresser avec satisfaction professionnelle, mais aussi, de plus en plus, avec autre chose. Elle résistait à ce quelque chose. Elle connaissait les histoires. Les hommes qui passaient, qui promettaient, qui disparaissaient. Elle avait vu sa mère souffrir de l'absence d'un homme. Elle s'était juré de ne jamais dépendre de quiconque pour son équilibre. Elle était forte, autonome, ancrée dans sa vie et dans sa forêt. Elle n'avait pas besoin d'un homme qui débarquait de nulle part pour lui compliquer l'existence. Mais Arthur n'était pas facile à ignorer.
Non pas parce qu'il cherchait à séduire. Il ne cherchait pas. Il ne lui faisait pas de compliments excessifs. Il ne jouait pas un rôle. Il était simplement là, curieux, présent, avec ce regard d'homme qui écoute vraiment quand on lui parle, qui retient ce qu'on dit, qui y réfléchit et revient dessus le lendemain avec une question précise. Il avait commencé à s'intéresser à ces plantes. Il posait des questions sincères sur leurs propriétés, leurs noms entouis, leurs usages. Il écoutait ses réponses avec une concentration qui faisait plaisir. Un soir, il avait réussi à mémoriser les noms de cette plante différente avec leurs propriétés principales et il lui avait récité la liste avec l'air d'un enfant qui vient de terminer son apprentissage. Amanda avait ri, un vrai rire, franc et chaud, un rire qu'elle ne contrôlait pas encore, et Arthur avait eu l'air de quelqu'un à qui on vient d'offrir quelque chose d'inestimable. La mère d'Amanda, Abena, observait tout cela avec les yeux de quelqu'un qui a beaucoup vécu et qui ne se laisse pas facilement tromper. Elle avait regardé cet homme arriver blessé sous son toit et elle l'avait soigné sans poser de questions parce que c'était ainsi qu'elle fonctionnait. Mais elle avait aussi regardé sa fille dans les jours qui avaient suivi, et elle avait reconnu dans le regard d'Amanda quelque chose qu'elle n'y avait jamais vu auparavant. Une sorte de vigilance différente. Pas la vigilance du soignant. La vigilance de la femme. Un soir, elle avait fait asseoir Arthur sur la véranda et elle lui avait parlé directement, comme elle parlait à tout le monde, sans détour ni cérémonie. Elle lui avait dit: « Je ne sais pas qui tu es. Ma fille non plus. Mais ce que je sais, c'est que ma fille vaut plus que toutes les choses brillantes que le monde peut offrir. Si tes intentions ne sont pas propres, dis-le maintenant et va-t'en guérir. Si elles le sont, sois à la hauteur. » Arthur avait reçu ces mots comme une gifle douce et nécessaire. Il avait regardé cette femme aux cheveux grisonnants, aux mains marquées par le travail, aux yeux qui ne sciaient pas, et il avait senti une émotion monter en lui qui l'avait surpris par sa force. Il avait dit, en soutenant son regard, « Mes intentions sont propres. Je ne suis venu ici avec aucune intention du tout. Ce que j'éprouve s'est imposé à moi et je n'en suis pas encore le maître. Mais je vous promets que je ne ferai pas de mal à votre fille. » Abena l'avait regardé encore un long moment. Puis elle avait hoché la tête lentement et elle était rentrée dans la maison. Ce soir-là, Arthur avait demandé à Amanda de marcher un peu avec lui dans le village. Sa jambe allait mieux. Il pouvait s'appuyer sur elle avec une canne de fortune qu'un habitant du village lui avait taillée dans une belle branche d'acacia. Ils avaient marché lentement, côte à côte, dans les ruelles de terre rouge que la nuit rendait douces et mystérieuses. Arthur avait fini par dire ce qu'il retenait depuis des jours. Il avait dit: « Tu ne m'as jamais demandé ce que je faisais dans la vie. » Amanda avait répondu: « Ce que tu fais dans la vie ne change pas ce que tu es devant moi. » Arthur s'était arrêté. Il l'avait regardé. Il avait dit: « Je dois te dire quelque chose. Et je te le dis maintenant parce que je ne veux pas que tu l'apprennes autrement. » Et il lui avait tout dit. Son nom de famille qui était connu dans le monde des affaires. Ses entreprises. Ses propriétés à Accra, à Lagos, à Johannesburg. L'étendue de ce qu'il possédait. Il avait dit tout cela avec une simplicité inhabituellement nue, comme quelqu'un qui pose un fardeau par terre pour voir si l'autre personne s'en emparera ou l'ignorera. Amanda l'avait écouté sans l'interrompre. Puis elle avait continué à marcher. Elle avait dit, après un long silence, « Et alors ?» Arthur ne s'attendait pas à cette réponse. Il avait dit, « Et alors, cela ne te fait rien ?» Amanda avait tourné la tête vers lui avec ce regard direct qui le désarçonnait depuis le premier jour. Elle avait dit, « Tu étais mourant dans ma forêt. Je t'ai soigné. Tu vas mieux. Ce que tu possèdes, ça ne m'appartient pas. Ça ne m'a pas appartenu la semaine dernière et ça ne m'appartient pas ce soir. Ce qui se passe entre nous, c'est entre toi et moi. Pas entre toi et ton argent et moi. » Arthur avait senti quelque chose se libérer dans sa poitrine. Un nœud qu'il portait depuis si longtemps qu'il ne le sentait même plus, tant il était devenu une partie de lui. Le nœud de ne jamais savoir si les gens l'aimaient lui ou ce qu'il représentait. Ce nœud-là venait de se défaire, simplement, sans effort, dans cette ruelle de terre rouge au Ghana, grâce à une femme de 25 ans aux pieds nus et au regard plus vieux que son âge. Il lui avait pris la main. Elle ne l'avait pas retirée. Ils avaient marché ainsi jusqu'au bout de la ruelle, main dans la main, sans rien dire d'autre, et ce silence avait eu la qualité rare des silences qui disent tout. Les semaines qui suivirent furent à la fois les plus simples et les plus intenses de la vie d'Arthur Boateng. Il avait prévenu ses collaborateurs qu'il prolongeait son séjour. Il avait géré ses affaires à distance, depuis la véranda de la maison d'Abena, avec son téléphone de remplacement, en 2 heures le matin et 1 heure le soir. Le reste du temps, il appartenait à ce village, à cette forêt, à Amanda. Il avait accompagné Amanda dans ses sorties herboristères.
d'abord en boitant légèrement, puis de plus en plus facilement à mesure que sa jambe retrouvait sa force. Il apprenait à regarder les plantes avec ses yeux à elle, à distinguer les espèces, à comprendre les saisons. Il portait le panier. Il écoutait. Il posait des questions. Amanda était un professeur patient et passionné, et dans ses explications, Arthur découvrait un monde d'une complexité et d'une richesse qui l'humiliait doucement, lui qui avait passé sa vie à croire que la sophistication était une affaire de ville et de salle de réunion. Il avait aussi appris à connaître le village. Les enfants qui l'entouraient avec curiosité. Les vieux qui l'observaient depuis leur tabouret avec cette sagesse de ceux qui ont vu passer bien des choses. Les femmes du marché qui interpellaient Amanda et la regardaient lui avec des petits sourires entendus. Le boucher qui lui avait offert la meilleure pièce de viande un dimanche en disant que l'ami d'Amanda était l'ami du village. Quelque chose se reconstruisait en Arthur dans cet environnement. Quelque chose qu'il ne savait même pas avoir perdu. Un rapport au temps, au corps, aux autres. Il dormait mieux qu'il n'avait dormi depuis des années. Il riait plus facilement. Il s'énervait moins. Il regardait le coucher de soleil sur la forêt depuis la véranda chaque soir comme si c'était la première fois qu'il le voyait. Et au centre de tout cela, il y avait Amanda. Amanda qui chantonnait en travaillant. Amanda qui fronçait légèrement les sourcils quand elle réfléchissait. Amanda qui avait une façon d'incliner la tête légèrement sur le côté quand elle écoutait quelqu'un, comme si elle voulait s'assurer de ne rien manquer. Amanda qui se levait avant le soleil et qui rentrait quand le village commençait à s'endormir. Amanda dont les mains avaient la certitude de quelqu'un qui sait exactement ce qu'elles font. Arthur Boateng, qui avait géré des négociations de plusieurs centaines de millions, qui avait traversé des tempêtes financières sans ciller, qui avait regardé des adversaires en face dans des salles climatisées en sachant toujours qui était le plus fort. Cet homme-là ne savait plus très bien qui était le plus fort quand Amanda Mensah le regardait. Un soir, alors qu'ils étaient assis ensemble au bord de la petite rivière qui bordait le village, les pieds dans l'eau froide, le ciel au-dessus d'eux couvert d'étoiles comme on n'en voit que loin de la ville, Arthur avait dit à Amanda qu'il l'aimait. Il ne l'avait pas planifié. Les mots étaient venus comme les mots viennent quand on ne les retient plus, simplement, naturellement, portés par une évidence plus grande que la volonté. Amanda avait regardé la rivière un long moment. Puis elle avait dit, « Depuis combien de temps tu le sais ?» Arthur avait réfléchi. Il avait dit, « Depuis le 2e matin. Quand tu m'as apporté le bouillon et que tu m'as regardé pour la première fois. » Amanda avait eu ce sourire qu'il aimait parce qu'il commençait toujours par un côté avant de gagner l'autre, comme si une partie d'elle décidait d'abord et convainquait l'autre ensuite. Elle avait dit, « Moi c'était le 3e soir. Quand tu as récité les noms des plantes. » Arthur avait ri. Un vrai rire, sonore et libre, le genre de rire qu'on libère quand on est heureux sans réserve. Amanda avait posé sa tête sur son épaule. Et ils étaient restés là, au bord de l'eau, sous les étoiles du Ghana, sans parler davantage, parce que les choses essentielles venaient d'être dites et qu'il n'y avait rien à ajouter. Mais la vie n'est jamais une ligne droite. Après la douceur, il y avait les obstacles. Et les obstacles arrivèrent, comme toujours, de là où on ne les attendait pas vraiment, ou plutôt de là où on les attendait au fond sans vouloir y penser. La famille d'Arthur Boateng l'apprit rapidement. Les nouvelles circulent vite dans les réseaux que fréquentent les hommes riches, et quand un homme comme Arthur s'attarde dans un village de brousse pour une femme sans nom connu, sans famille influente, sans diplômes universitaires, sans carnet d'adresse, cela devient une nouvelle que sa mère reçoit avec une expression qu'elle garde soigneusement neutre en public et qu'elle n'exprime pleinement que dans le confort de ses appartements d'Accra. Adwo Boateng, la mère d'Arthur, était une femme de l'ancienne école. Pas mauvaise. Pas méchante. Mais façonnée par des décennies dans les cercles d'élite ghanéens, dans les soirées à l'ambassade, dans les mariages de famille où les alliances servaient aussi des intérêts, dans une vision du monde où l'amour était une belle chose mais pas la seule chose qui comptait dans le choix d'une épouse pour son fils unique. Elle avait téléphoné à Arthur. La conversation avait été longue. Polie en surface, tendue dessous. Elle avait dit ce que les mères disent dans ces cas-là, formulée de 1000 façons différentes. Tu es sûr de savoir ce que tu fais? Tu la connais depuis si peu de temps. Est-ce qu'elle comprend ton monde? Est-ce qu'elle pourra t'accompagner dans tes obligations? Ta position sociale demande une certaine présence, une certaine image. Arthur avait écouté sa mère avec la patience qu'on a pour les gens qu'on aime même quand on n'est pas d'accord avec eux. Et puis il avait dit une seule phrase, calmement, clairement. « Maman, j'ai passé ma vie à me battre pour construire quelque chose. Amanda est la première personne que j'ai jamais rencontrée qui ne veuille rien de ce que j'ai construit. Elle veut moi. Et moi je veux elle. Le reste, on le gérera ensemble. » Il y avait eu un silence sur la ligne. Puis Adwo Boateng avait dit « Amène-la à Accra. »
Que je la rencontre. C'était un test. Arthur le savait. Amanda le savait aussi quand il lui en parla. Elle avait hoché la tête avec ce calme qui était sa réponse à presque tout. Elle avait dit, j'irai la voir. Avec plaisir. Ce n'est pas un combat, c'est une rencontre. Et les rencontres, je sais les faire. Ils avaient pris la route d'Accra quelques jours plus tard. Amanda n'était jamais allée à Accra. Elle n'avait jamais vu les tours qui montaient dans le ciel au-dessus de la côte atlantique, les grandes avenues, les hôtels de verre, les restaurants où un repas coûtait ce qu'une famille de son village dépensait en un mois. Elle avait regardé tout cela depuis la fenêtre de la voiture d'Arthur avec une curiosité tranquille, sans intimidation, sans éblouissement excessif. Elle regardait la ville comme elle regardait une forêt inconnue, avec attention, en essayant de comprendre ses codes, ses dangers, ses richesses. La maison d'Adwo Boateng était immense, blanche, gardée, entourée d'un jardin parfait. Amanda avait mis sa plus belle robe, celle qu'elle gardait pour les cérémonies importantes, une robe de cotonnade bordeaux avec des broderies dorées sur les manches. Elle avait coiffé ses cheveux avec soin. Elle était belle d'une beauté naturelle, sans excès, sans artifice, la beauté de quelqu'un qui n'a jamais eu besoin qu'on lui apprenne à l'être. Adwo les avait reçus dans le salon principal. Elle était en robe cante, droite dans son fauteuil, ses bijoux en or aux oreilles et aux poignets, son regard qui évaluait sans en avoir l'air. Amanda s'était avancée et avait salué la mère d'Arthur avec le respect traditionnel, correctement, sans erreur, les deux mains jointes, une légère inclination. Adwo avait eu un imperceptible mouvement de surprise, à peine visible pour quelqu'un qui ne la connaissait pas, mais qu'Arthur avait capté. Le thé avait été servi. La conversation avait commencé. Adwo était habile. Elle posait des questions qui ressemblaient à des questions ordinaires mais qui étaient en réalité des sondages. Comment Amanda avait grandi. Ce qu'elle faisait. Ce qu'elle espérait pour sa vie. Si elle avait déjà voyagé. Ce qu'elle pensait de la vie à Accra. Amanda répondait avec une franchise tranquille qui ne cherchait pas à plaire mais qui ne cherchait pas non plus à impressionner. Elle disait les choses comme elles étaient. Elle ne se diminuait pas. Elle ne se grandissait pas non plus. À un moment, Adwo lui avait demandé « Et la vie d'Arthur, tu penses que tu pourras y trouver ta place ?» Amanda avait pris une petite gorgée de thé. Puis elle avait posé sa tasse et elle avait regardé Adwo dans les yeux. Elle avait dit « Je ne cherche pas à trouver ma place dans la vie d'Arthur. Je cherche à construire une vie avec Arthur. La place, on la fera ensemble. » Adwo l'avait regardée en silence pendant quelques secondes qui avaient semblé longues. Et puis, pour la première fois depuis le début de cette rencontre, quelque chose avait changé dans son expression. Pas encore la chaleur. Mais le début de quelque chose comme du respect. La soirée s'était terminée mieux qu'elle n'avait commencé. Adwo avait demandé à Amanda de revenir dîner avec eux la semaine suivante. C'était peu. Mais c'était quelque chose. Dans la voiture qui les ramenait à leur hôtel, Arthur avait pris la main d'Amanda et l'avait portée à ses lèvres. Il avait dit « Tu as été extraordinaire ». Amanda avait haussé les épaules. Elle avait dit « J'ai été moi-même. C'est tout ce que je sais faire ». Les mois qui suivirent furent un apprentissage mutuel et patient. Arthur retournait régulièrement au village. Amanda venait parfois à Accra. Ils apprenaient les langues l'un de l'autre au sens figuré, les codes, les habitudes, les exigences de leur monde respectif. Arthur apprenait à ralentir. Amanda apprenait à naviguer dans les espaces sophistiqués d'Accra sans perdre elle-même ce qui la rendait Amanda. Elle rencontra les amis d'Arthur. Certains l'acceptèrent avec sincérité. D'autres la regardèrent avec cette politesse froide réservée à ceux qu'on ne comprend pas et qu'on ne cherche pas à comprendre. Amanda les traitait tous de la même façon, avec courtoisie et sans chercher leur validation. Arthur observait tout cela et son amour pour elle grandissait à chaque fois qu'il la voyait traverser une de ces situations avec sa dignité intacte. Il y eut des moments difficiles. Des moments où la distance entre leurs mondes semblait plus grande que ce que l'amour pouvait combler. Une soirée à Accra où Amanda avait senti tous les regards sur elle et avait voulu partir tôt. Un séjour à Lagos pour les affaires d'Arthur où elle s'était retrouvée seule dans un appartement qu'elle ne connaissait pas pendant qu'il était en réunion 10 heures d'affilée. Un désaccord sérieux sur leur façon de voir l'avenir, elle qui voulait continuer à exercer son métier de guérisseuse, lui qui avait au départ suggéré, maladroitement, qu'elle pourrait peut-être étudier la médecine conventionnelle. Ce jour-là, Amanda l'avait regardé avec une fixité qui lui avait rappelé le regard de sa propre mère. Elle avait dit, lentement, « Tu m'as trouvé dans une forêt. Je soignais des gens avec des plantes depuis des années. C'est ce que je suis. Si tu veux changer ce que je suis,
alors tu n'as pas trouvé ce que tu crois avoir trouvé. Arthur avait compris l'erreur immédiatement. Il avait compris que l'amour ne consiste pas à améliorer l'autre à son image, mais à reconnaître l'autre tel qu'il était, à choisir cela sans condition. Il avait dit, « Tu as raison. Je retire ce que j'ai dit. Ce que tu fais est précieux. Je ne changerai plus jamais rien à ça. » Et il avait tenu parole. Il avait même, dans les mois qui suivirent, commencé à financer la construction d'un vrai dispensaire pour le village d'Amanda, un dispensaire où la médecine traditionnelle et les soins modernes pourraient coexister, où Amanda pourrait travailler avec des équipements dignes de son savoir. Ce n'était pas un cadeau. C'était un acte d'amour qui disait « Je te vois, je te respecte, et je veux que le monde te voie et te respecte aussi. » Amanda avait pleuré quand elle avait vu les plans du dispensaire. Pas des larmes de faiblesse. Des larmes de quelqu'un qui reçoit quelque chose qu'il méritait depuis longtemps et qui ne savait pas qu'il attendait cela. La demande en mariage arriva par une après-midi ordinaire dans la forêt. Ordinaire dans le sens où c'était un mardi, sans occasion particulière, sans décor préparé, sans bague dans un écrin de velours sorti d'une poche de veste. Ils étaient en train de récolter des feuilles ensemble, dans ce même endroit où Amanda l'avait trouvé des mois auparavant, parce qu'Arthur avait voulu revenir là, voir cet endroit, comprendre ce lieu de son propre recommencement. Il s'était arrêté. Il avait regardé le sol entre deux racines. Puis il avait regardé Amanda. Il avait dit, « C'est ici que tu m'as sauvé la vie. » Amanda avait dit, « Tu avais encore de la vie en toi. Je n'ai fait que l'aider à rester. » Arthur avait secoué la tête doucement. Il avait dit, « Non. Pas seulement ce jour-là. Tu m'as sauvé d'une façon que je ne savais même pas que j'avais besoin d'être sauvé. Avant toi, j'avais tout et je ne savais plus pourquoi tout ça avait du sens. Maintenant je sais. Épouse-moi, Amanda. » Il n'y avait pas eu de genoux à terre. Pas de bague. Juste ces mots, dans la forêt, dans la lumière filtrée par les feuilles, avec les oiseaux qui continuaient leurs affaires sans se soucier des drames humains. Amanda avait posé son panier. Elle avait regardé Arthur longuement, avec ce regard qui lisait les gens jusque dans leur fond. Et puis elle avait dit « oui ». Un seul mot. Mais un oui qui venait du plus profond d'elle, sans hésitation, sans calcul, sans peur. Un oui qui était aussi une promesse. Les préparatifs du mariage furent une aventure en eux-mêmes. Arthur voulait honorer la tradition ghanéenne dans ses moindres détails. Il voulait que sa famille vienne au village d'Amanda pour le rite du mariage coutumier, pas l'inverse. Il voulait que les familles se rencontrent sur le terrain d'Amanda, dans sa maison, dans son monde. C'était une façon de dire sans mots que ce n'était pas Amanda qui rejoignait son univers, mais deux univers qui s'ouvraient l'un à l'autre. Adwo Boateng, qui avait eu des mois pour observer et réfléchir, était finalement venue. Elle avait fait le voyage jusqu'au village. Elle était arrivée avec des présents pour Abena, avec la dignité et le protocole qui lui étaient naturels, mais aussi, pour la première fois, avec quelque chose de plus humain dans le regard. Elle avait été reçue par Abena avec la même chaleur tranquille qu'Abena offrait à tout le monde. Et les deux mères, si différentes l'une de l'autre, avaient trouvé un terrain d'entente dans la chose la plus simple du monde. Elles aimaient toutes les deux leurs enfants et voulaient les voir heureux. La nuit précédant la cérémonie coutumière, les deux femmes avaient parlé ensemble pendant des heures sur la véranda d'Abena. Personne ne savait exactement ce qu'elles s'étaient dit. Mais le lendemain matin, Adwo Boateng avait pris la main d'Amanda avant la cérémonie et lui avait dit « Je suis heureuse que mon fils t'ait trouvé. » Ou plutôt, « Heureuse que tu l'aies trouvé. » La cérémonie coutumière fut belle comme seules les cérémonies faites avec le cœur peuvent l'être. Les habits en cantes colorées. La parole des anciens. Le vin de palme présenté selon la tradition. Les chants. Les danses. Les familles mélangées dans une même fête. Les enfants du village qui couraient entre les adultes. Les femmes du marché qui avaient cuisiné toute la nuit pour que les tables débordent. Et au centre de tout cela, Arthur en habit traditionnel, et Amanda dans une robe qu'une couturière du village avait cousue à la main pendant 3 semaines avec du tissu Kante bordeaux et or, plus belle que jamais, avec dans les yeux cet éclat des gens qui savent exactement où ils sont et pourquoi. Quelques semaines plus tard, une seconde cérémonie eut lieu à Accra pour les amis et associés d'Arthur, une réception élégante dans un cadre raffiné. Amanda y était arrivée dans une robe contemporaine cousue par une designer ghanéenne de renom qu'elle avait rencontrée lors d'un de ses séjours à Accra et avec qui elle avait sympathisé. Elle avait navigué dans cette foule avec la même aisance tranquille que dans sa forêt, saluant les gens, écoutant, souriant, sans jamais perdre sa légèreté naturelle. Ceux qui l'avaient regardée de loin avec des préjugés plein les yeux revenaient de cette soirée en disant qu'Amanda Boateng était une femme exceptionnelle. Et elle l'était. Non pas parce qu'elle s'était transformée,
mais parce qu'elle n'avait jamais eu besoin de se transformer. Ils s'installèrent entre deux vies. L'appartement d'Accra pour les obligations professionnelles d'Arthur. Le village et la petite maison près de chez Zabena pour les ressourcements, les week-ends, les vacances, les moments essentiels. Et le dispensaire, le nouveau dispensaire qu'Amanda avait ouvert avec la même fierté qu'elle aurait mis à planter un arbre, sachant qu'il porterait des fruits longtemps après qu'on aurait oublié le geste de planter. Des patients venaient de plus en plus loin pour consulter Amanda. Pas seulement du village. Des villages voisins. Des petites villes. Des gens qui préféraient ces remèdes à d'autres choses, ou qui venaient en plus du reste, cherchant une complémentarité que le dispensaire leur offrait. Amanda formait des jeunes femmes du village à la connaissance des plantes, transmettant ce savoir comme sa mère et sa grand-mère le lui avaient transmis, dans la continuité d'une chaîne vivante. Arthur continuait ses affaires mais avec un regard différent. Il avait commencé à investir dans des projets de développement dans les zones rurales du Ghana, des projets d'accès à l'eau, de soutien aux agricultrices, de développement de la médecine traditionnelle. Amanda l'avait influencé sans jamais essayer de le faire. Elle l'avait influencé par ce qu'elle était, par ce qu'il voyait chaque jour de l'impact de son travail sur les gens qui l'entouraient, par la façon dont elle lui avait montré que la richesse la plus durable est celle qui circule. 1 an après leur mariage, Amanda découvrit qu'elle était enceinte. Elle annonça la nouvelle à Arthur sur la véranda du village, au coucher du soleil, la main posée sur son ventre encore plat. Arthur avait fermé les yeux un moment, les avait rouverts, et Amanda avait vu quelque chose dans ses yeux qu'elle n'avait jamais vu chez personne avant. Une gratitude si absolue qu'elle n'avait plus besoin de mots pour exister. Abena, quand elle l'apprit, avait cuisiné tout l'après-midi en chantant. Adwo, quand elle l'apprit, avait pleuré dans son salon d'Accra, seule, avec la joie discrète des femmes qui ont appris à ne pas montrer trop facilement ce qu'elles ressentent. Le bébé naquit dans la ville, à Accra, dans une maternité, avec les meilleurs soins disponibles. Parce qu'Amanda n'était pas contre la médecine moderne, elle était pour tout ce qui sauvait des vies. C'était une fille. Une petite fille au regard calme dès le premier jour, comme si elle observait déjà le monde avec cette attention mesurée qu'elle avait héritée de sa mère. Ils l'appelait Rama. Un nom simple, ancien, qui portait en lui la forêt et l'avenir en même temps. Arthur tint la petite Ama dans ses bras dans la chambre de la maternité et il regarda Amanda avec des yeux mouillés et il dit « Tu m'as trouvé mourant dans une forêt et tu m'as ramené à la vie. Et maintenant on a une vie à nous, ensemble, et une petite vie de plus à qui on va tout donner. » Amanda hocha la tête. Elle sourit. Ce sourire qui commençait d'un côté avant de gagner l'autre. Elle dit « Et tu te souviens ? Au début, je ne savais même pas ton nom. » Arthur rit doucement pour ne pas déranger la petite qui somnolait. Il dit « Et tu t'en foutais complètement. » Amanda dit « Je savais que tu avais une vie en toi. C'est tout ce dont j'avais besoin de savoir. » Et c'est là toute la vérité de cette histoire. La vérité simple et grande comme la forêt qui les avait mis l'un sur le chemin de l'autre. On ne choisit pas les rencontres qui nous changent. On ne les planifie pas. Elles arrivent le matin d'un mardi ordinaire, entre deux racines dans la boue d'une forêt ghanéenne, sous la forme d'un homme mourant qu'on aurait pu contourner mais qu'on ne peut pas contourner parce qu'on est Amanda Mensah et qu'on ne tourne pas le dos à une vie qui se bat encore pour rester. Arthur avait tout. Et il n'avait rien de ce qui comptait vraiment. Amanda n'avait presque rien selon les mesures du monde des grandes villes. Et elle avait tout ce qui comptait vraiment. Ensemble, ils avaient trouvé un équilibre que ni l'un ni l'autre n'aurait pu atteindre seul. C'est ça, les histoires qui restent. Ce ne sont pas les histoires de gens parfaits dans des mondes parfaits. Ce sont les histoires de deux personnes imparfaites, venues de deux endroits différents, qui se trouvent par hasard ou par grâce, qui choisissent de se voir vraiment, et qui construisent quelque chose de réel avec ce qu'ils sont, pas avec ce qu'ils possèdent. La forêt du Ghana continue de grandir. Les arbres poussent, les saisons se suivent, la rivière coule. Et quelque part entre les racines d'un grand arbre centenaire, à l'endroit précis où une jeune femme s'est agenouillée dans la boue un matin d'aube rosée pour sauver un inconnu, la vie continue de tisser ses histoires les unes dans les autres, patiemment, sans se presser, avec toute l'intelligence tranquille de ceux qui savent que les plus belles choses ne se forcent pas. Elle se trouve. Tout simplement. Elle se trouve.